L'intubation orotrachéale est une technique d'anesthésie-réanimation qui consiste à placer dans la trachée, à travers l'orifice glottique, une sonde dont l'extrémité supérieure émerge par la bouche. Les indications sont réanimation pulmonaire cardiovasculaire, coma, anesthésie générale de plus de 10 minutes, détresse respiratoire, traitement de diverses affections laryngotrachéales, comme les pathologies tumorales pharyngo-laryngées. Les contre-indications sont fracture du rachis cervical ou des opérations portant sur la cavité buccale. Base anatomique nécessaire. Lors d'une intubation, plusieurs structures anatomiques successives sont traversées. Tout d'abord la cavité buccale, puis le pharynx, le larynx, l'épiglotte, la glotte et enfin la trachée. La cavité buccale est occupée en son centre par un organe musculaire, la langue. Celle-ci est située au-dessus de l'entrée du larynx. Un des risques principaux lors de l'intubation orotrachéale serait la chute vers l'arrière de la langue. Le pharynx correspond au carrefour aérodigestif. Il comprend des zones compliantes, susceptibles de se collaber. Le larynx est l'organe essentiel de la phonation, puisqu'on y trouve les cordes vocales. C'est la partie la plus étroite de la filière respiratoire chez l'adulte. Le larynx est constitué par un ensemble de cartilages, ligaments et muscles. Les principaux cartilages sont le cartilage cricoïde, l'aryténoïde et l'épiglotte. Cette dernière empêche les fausses routes, mais elle peut être également un élément gênant pour l'intubation. En limitant la vision, les muscles laryngopharyngés ont une importance particulière. Ils ont un rôle dans la déglutition, la protection contre l'inhalation de substances nocives et permettent de garder les voies aériennes perméables. Ainsi, pour l'intubation trachéale, il faut que ces muscles soient relâchés. Il faut donc curariser tous les muscles de cette région afin de faciliter le passage de la sonde. La glotte. Celle-ci est en forme de triangle, dont les cordes vocales sont les côtes et les cartilages aryténoïdes la base. Pour terminer, la dernière structure traversée correspond à la trachée. La trachée est une superposition d'anneaux cartilagineux, en fer à cheval ouvert vers l'arrière, entourée par une tunique fibreuse qui forme en arrière la membrane trachéale. Cette trachée s'étend depuis le larynx jusqu'à la bifurcation trachéale, appelée carina en regard de T5. De là vont naître deux branches principales, entre lesquelles il existe une asymétrie, la branche droite étant plutôt verticale et la branche gauche étant plutôt horizontale. Ceci est un laryngoscope. C'est un instrument conçu afin de visualiser la glotte dans le but d'intuber la trachée. Il comporte un manche qui alimente une source lumineuse dont il faut vérifier le fonctionnement avant l'opération. Canules de Guédel. Elles empêchent le patient de mordre la sonde et sa langue de s'affaisser vers l'arrière et d'obstruer les voies respiratoires. En pratique, elles sont oranges pour les hommes et vertes pour les femmes. Sonde d'intubation et seringue de gonflage du ballonnet. Il existe différents calibres de sondes. Chez l'adulte, il est recommandé d'utiliser le calibre le plus élevé possible. A l'inverse, chez l'enfant, il vaut mieux avoir une sonde trop petite que trop grande, car elle entraînerait alors un risque d'œdème inflammatoire. Ces sondes présentent des repères très importants. Sur l'extrémité distale, un trait circulaire noir qui doit être positionné sur la glotte, et une graduation en centimètres qui permet de bien situer la sonde au niveau de la dentition. Ces sondes sont généralement munies d'un ballonnet, recouverte d'un anesthésique local, qui, une fois gonflé, permet l'étanchéité trachéale. Il faut également une seringue de 10 ml afin de gonfler le ballonnet, et il est impératif de vérifier, avant l'opération, que celui-ci n'est point déchiré. La pince de Magil permet de saisir l'extrémité de la sonde et de la guider vers la trachée. Le mandrin souple est indispensable pour faciliter l'introduction de la sonde dans une glotte haute ou déviée. Il faut également un capnographe pour mesurer la concentration en CO2, un stéthoscope, le matériel d'aspiration et de ventilation, ainsi que des médicaments d'anesthésie-réanimation. Une fois le patient endormi, placez la canule de Guédel par l'extrémité supérieure jusqu'à atteindre le palais, puis la retourner et subluxer la mâchoire. Effectuez une préoxygénation pendant 3 minutes pour réduire les risques d'hypoxémie pendant l'intubation en augmentant les réserves de l'organisme en oxygène. L'élévation du thorax est synonyme d'une bonne manœuvre. Puis on enlève tout. Placez la tête du patient en hyperextension, associé à un mouvement de subluxation antérieure de la mandibule afin d'aligner les axes buccal, pharyngé et laryngé, et à abaisser l'orifice glottique pour mieux le visualiser. C'est la position dite de Jackson ou du renifleur. Le manche du laryngoscope est tenu de la main gauche et la lame est introduite en douceur le long de la commissure labiale droite.
Elle suit le bord droit de la langue qu'elle repousse vers la gauche. La lame est ainsi progressivement amenée en position médiane. La lame est alors ascensionnée dans l'axe du manche qui est tiré vers le plafond et les pieds du patient. Attention à ne pas prendre appui sur les arcades dentaires et en particulier à ne jamais faire de mouvement de levier avec le laryngoscope. Cette manœuvre va permettre de mieux visualiser la glotte. La sonde est alors poussée dans la trachée, de telle sorte que tout le ballonnet se trouve au-delà des cordes vocales, soit environ 2 cm en dessous. Ce qui correspond à l'index 23 cm au niveau des arcades dentaires chez l'homme et à l'index 21 cm chez la femme. Retirez alors le laryngoscope. Puis gonflez le ballonnet de la quantité d'air juste nécessaire pour empêcher les gaz de passer entre la trachée et la sonde. Ventilez le patient à l'insufflateur manuel. On vérifie alors que la sonde est bien placée par l'auscultation des 2 champs pulmonaires en plaçant le pavillon du stéthoscope dans la région sous-axillaire. Et on s'assure de l'égalité de l'intensité des murmures. Si l'un des deux est plus faible, on est dans le cas d'une intubation sélective, en général du poumon droit. Il faut alors ressortir légèrement la sonde après avoir dégonflé le ballonnet, puis la regonfler et on écoute à nouveau. On doit également s'assurer de l'absence de bruit au niveau de l'estomac, car cela traduirait dans le cas contraire une sonde placée dans l'œsophage au lieu de la trachée. Lorsque l'auscultation est correcte, on met en place une canule de Guédel afin d'éviter tout risque de morsure. Puis on fixe solidement la sonde à l'aide de sparadrap. Vérifiez la pression du ballonnet afin d'éviter toute lésion au niveau de la trachée. Occluez les yeux du patient afin d'éviter des ulcérations de la cornée du fait de l'absence de mouvements palpébraux. Extubation. Avant la manœuvre, dégonflez le ballonnet afin d'éviter l'arrachement des cordes vocales. Aspirez la salive pour éviter son passage dans les voies aériennes. Et puis extubez. On enlève ensuite la canule de Guédel, puis on reventile le patient à l'oxygène pur pendant quelques minutes. On peut utiliser une sonde armée quand les patients sont en position de décubitus ventral. On peut également mettre un masque laryngé dans le cas d'une intervention de courte durée. D'autres lames, telles que celle-ci, peuvent être utilisées en fonction des variations anatomiques des voies aériennes hautes. Complications immédiates. Il s'agit le plus souvent de lésions dentaires ou de traumatismes bénins des lèvres et des muqueuses. Plus rarement, on peut avoir des lésions traumatiques laryngées sévères, comme l'arrachement d'une corde vocale ou la luxation d'un cartilage aryténoïde. Un reflux d'origine gastrique peut également survenir avant que la sonde ne soit en place. Complications secondaires. Le risque étant proportionnel à la durée d'intubation. On peut avoir une obstruction progressive de la sonde par plicature, ou alors une compression ou hernie du ballonnet, voire une rupture de ce ballonnet. On peut également assister à une extubation accidentelle si la sonde a été mal fixée ou lors d'un mouvement de flexion excessif du patient. On peut avoir une intubation bronchique accidentelle qui concerne le plus souvent la bronche droite à cause de sa variété. Il y a également des complications secondaires tardives, comme des maux de gorge ou une dysphonie, ou de façon bénigne des pharyngites, laryngites ou trachéites, et de manière plus grave, le patient peut présenter un œdème laryngé ou une sténose trachéale, ou bien encore une paralysie récurrente transitoire des cordes vocales à l'origine d'une dysphonie.